Bonjour, je suis l'auteur de Renégat, toute ressemblance avec un éventuel youtubeur ou autre personnalité du web est ma foi complètement fortuite. On se retrouve donc aujourd'hui pour répondre à vos questions suite à la fin du volume 6. Bienvenue dans la FAQ Renégat. Alors avant toute chose, je vais organiser les questions par ordre de spoil. C'est-à-dire que les réponses qui contiennent des spoils pour le volume 1 seront au début, et celles qui contiennent des spoils pour le volume 6 à la fin. Et je mettrai des petits panneaux d'avertissement pour vous avertir et vous éviter ainsi de gâcher l'histoire. Va-t-on avoir un sondage d'impopularité? Ce serait méchant, j'aime pas être méchant avec mes personnages. Je préfère faire des sondages de popularité. D'ailleurs, je vous rappelle que si vous n'avez pas participé au sondage de popularité des personnages de Renégat, j'ai mis le lien dans la description, dernière chance pour choisir votre personnage favori. Je ferai une vidéo pour les résultats le moment venu. Est-ce que j'ai déjà une idée de la fin? Alors j'ai une idée globale de là où je veux aller, mais le fait est que quand j'écris, je ne suis pas maître de ce qui se passe. Parfois, je réalise qu'un événement doit mener à un autre, même si ça va à l'encontre de mes plans. Donc je sais où je vais, j'ai la direction globale, mais je sais pas exactement où je vais atterrir. Notamment concernant les personnages et la résolution de l'intrigue. Ce que je sais, c'est ce qui est dans le passé, ce qui est déjà établi. Donc tous les mystères qui n'ont pas encore été révélés, je connais les réponses. Je ne suis pas J.J. Abrams. Se pourrait-il que Renégat soit publié sur du papier et trouvable en librairie? Pour le moment, ce n'est pas le cas, mais j'aimerais bien effectivement que ça arrive un jour. Le premier obstacle, c'est que j'aimerais d'abord avoir terminé complètement la publication du web novel, parce que si jamais je vais voir une maison d'édition, j'ai pas envie de signer un contrat pour un tome, et ensuite on voit s'il marche, et ensuite on publie la suite, parce qu'il y a des chances que ça marche pas, il y a toujours des chances que ça échoue. Et dans ce cas-là, je me retrouverais bloqué parce que je perdrais mes droits de publication. Et je pourrais pas publier la suite moi-même, ou avec une autre maison d'édition. Donc pour moi, c'est important de tout finir pour avoir un contrat de publication qui inclut tous les volumes. Si oui, est-ce que chaque tome serait un volume ou les volumes seraient-ils regroupés pour faire un roman plutôt gros? Combien de pages ferait un volume approximativement? Alors personnellement, je pense que les volumes de Renégat sont trop petits, trop courts pour être publiés tout seuls. Je les regrouperais en 3. On aurait les volumes 1, 2, 3 dans le tome 1, les volumes 4, 5, 6 dans le tome 2, etc. Et en termes de pages, je pense qu'en format A5, format poche, un volume ça doit être une centaine de pages, donc un tome ferait entre 300 et 400 pages. C'est une taille à peu près normale pour un livre. Est-ce que l'avis des fans pourrait influencer la fin de Renégat et ou des directions prises par les personnages? Absolument. C'est déjà arrivé à plusieurs reprises que des commentaires me fassent réaliser des choses sur des personnages que j'avais pas réalisé moi-même. Notamment par exemple la réaction des lecteurs à Gandar, qui était un personnage pas forcément de premier plan au début, et le fait qu'il ait autant plu dès sa première apparition, ça m'a donné envie de lui donner un petit peu plus de place dans le récit et de l'explorer plus. Mais c'est souvent le cas que les retours mènent à des changements sur l'histoire et sur les personnages, parce que cette publication en ligne, pour moi, c'est une façon aussi d'avoir des bêta-lecteurs. Et je suis pas du genre à penser savoir mieux que tout le monde, je suis ouvert aux avis des autres et aux critiques. Comment as-tu commencé l'écriture et qu'est-ce qui t'a fait publier? J'ai déjà fait une vidéo complète à ce sujet sur ma chaîne YouTube, donc je vais simplement mettre le lien. Mais pour faire court, j'ai toujours plus ou moins écrit et j'ai toujours aimé faire lire ce que j'écrivais. Est-ce que tu as déjà des idées pour d'autres histoires? Plein! C'est un problème parce que je dois me retenir d'écrire d'autres histoires. Si je veux avancer sur Renégat, il faut que je me bloque sur tous les projets que j'ai, et j'en ai beaucoup, mais j'essaye de me canaliser et de rester sur un seul projet jusqu'au bout. Et c'est pas facile. As-tu un emploi du temps bien particulier concernant l'écriture ou tu écris quand tu en as envie? J'aimerais tellement être un de ces auteurs qui peut placer 2 heures dans la journée pour écrire. Ce serait trop bien si je fonctionnais de façon régulière comme ça. Je sais que c'est un conseil que je donne beaucoup aux gens parce que ceux qui en sont capables, ça les aide vraiment. Moi j'essaye mais je n'y arrive pas. Je suis quelqu'un de très chaotique en général dans la vie. Et donc dans mon travail, que ce soit sur YouTube, que ce soit pour écrire des bouquins, je suis pareil. Si je suis pas dans le bon mood, j'arrive pas à écrire. Ou alors faut vraiment que je me fasse violence. Et j'ai souvent besoin de me faire violence. Si j'avais un emploi du temps stable, j'avancerais tellement plus vite. En moyenne, combien de mots fait un chapitre? Est-ce que tu vises un nombre de mots en particulier pour considérer un chapitre comme assez long? Alors Bastien du montage, tu vas aller me faire la moyenne des mots par chapitre dans un volume de Renégat, s'il te plaît? Mais moi quand je travaille, je bosse pas en nombre de mots. Je bosse en nombre de pages sur mon traitement de texte. Je considère qu'un chapitre de Renégat doit faire au minimum 4 pages. Sur mon traitement de texte, c'est pas forcément ce à quoi ça correspondra une fois mis en page. C'est une limite totalement arbitraire, mais elle fonctionne plutôt bien pour moi. Ce serait quoi l'adaptation ultime de Renégat et quel rôle aimerais-tu y jouer? Pour moi, Renégat se prête à l'animation. Si jamais j'avais un budget illimité, j'en ferais une série d'animations. Et quel rôle aimerais-je y jouer? Moi, c'est le rôle de Stein qui me plaît le plus, c'est pour ça que je l'incarne dans le visual novel. Parce que c'est sans doute le personnage le plus compliqué à jouer. Ou à jouer bien, en tout cas. Il est assez difficile à cerner parce qu'il n'est pas lui-même vraiment sûr de qui il est. Et moi je l'envisage comme une déconstruction de ces héros virils des années 80, et notamment de la science-fiction des années 80. Et c'est une référence qu'on veut rappeler dans le jeu, tout en comprenant qu'il va au-delà de ça puisqu'il questionne ses archétypes.
Diabloris, la voix officielle de Nyx, nous demande si l'occasion se présentait de faire de Renégat un roman manga officiellement publié en librairie et que ça fonctionne, est-ce que le métier d'écrivain mangaka à plein temps te conviendrait ou tu préfères que ça reste une passion? Alors je vais répondre de façon très pragmatique, le métier d'écrivain ou mangaka à plein temps, c'est pas un métier facile, c'est très difficile de gagner sa vie en étant à temps plein. Alors mangaka on va pas en parler parce que c'est une quantité de boulot monstre. Et en plus en France, on n'a pas l'industrie nécessaire pour supporter financièrement des mangaka. Mais même écrivains, il y a très peu d'écrivains qui vivent à temps plein bien, genre avec les moyens de vivre. Et moi, il se trouve qu'à côté, j'ai un métier qui me permet de gagner ma vie, que j'aime bien, je suis extrêmement chanceux. Donc tant que ça marche, je ferai ça. Après, si les vidéos sur internet ça arrête de marcher, pour essayer d'être auteur à temps plein. M'y mettre à 100%. Mais je suis trop dispersé pour ça. À côté de ça, j'ai envie d'être comédien. Pareil, un gros investissement en temps pour une carrière pas facile. Donc je pense que je suis condamné à être un artiste multifonction qui travaille à droite à gauche sur différents projets et dans différentes qualifications. Les agents de la Corp sont-ils plus ou moins précis que les Stormtroopers? Ils sont plus précis, notamment puisqu'ils touchent nos héros à plusieurs moments dans le récit. D'autres histoires de prévues dans l'univers de Renégat. On va déjà finir Renégat. Est-ce qu'après j'aurais envie d'explorer un peu plus l'univers? Je sais pas. En tout cas j'aurais besoin d'une pause une fois que j'aurai terminé les 15 volumes prévus. Pacekeep me demande, as-tu déjà en tête la fin de l'histoire de Renégat ou bien pour l'instant tu te laisses juste porter par l'histoire sans trop savoir comment elle va se terminer? Je sais comment ça se finit. Je sais quelle est la fin, je sais où je veux aller. Après, les détails peuvent changer et la fin également. Il y a peu de chances que le point final que je veux poser sur l'histoire ne se réalise pas. Il faudrait vraiment qu'il y ait un développement incroyable qui déraille tout. Mais je me laisse quand même guider jusqu'à ce point parce que je veux que ce soit des aventures. C'est pas un trajet d'un point A à un point B. Il y a beaucoup de détours, les personnages ont besoin de passer par certaines épreuves, et je sais pas forcément comment ces détours vont mener au point final, ni comment les personnages vont surmonter les épreuves, s'ils les surmontent. Attention, à partir de maintenant, il y a des spoils jusqu'au volume 3. De tous tes personnages, quel est celui que tu aimes le plus et à l'inverse celui que tu aimes le moins? C'est très difficile de choisir parce que je les aime tous, si je les aimais pas, je les mettrais pas dans mon histoire. Mais j'ai un faible pour Stasia parce que c'est un de ces personnages que je n'avais pas prévu d'inclure dans le récit et qui est arrivé de façon organique. Et donc en l'écrivant, je découvre son rôle et qui elle est et sa personnalité et c'est très agréable en tant qu'auteur. Et pour un personnage que j'aime le moins, ce serait peut-être le lieutenant Collins parce que je trouve que j'en ai fait un méchant inintéressant et que j'aurais peut-être pu le rendre plus intéressant, plus creusé, plus profond, plus menaçant. Mais là c'est pas tant le personnage que mon travail sur le personnage que je regrette. Qu'est-ce qui t'inspire ou a inspiré Renégat? Alors en termes de références, j'en ai déjà cité plusieurs, mais bon, évidemment, il y a la série Firefly. Si vous avez vu la série, vous retrouverez beaucoup de choses de Firefly dans Renégat. Ensuite on a Gunnum et notamment le personnage d'Alita qui pourrait faire penser à M, sauf que j'écris M comme l'inverse d'Alita. Ou Gali pour les vrais. Alita, c'est une jeune fille dans un corps de robot qui apprend à devenir une machine à tuer. M, c'est une machine à tuer qui apprend à devenir ou à redevenir une jeune femme. Il y a aussi une grosse influence de Renégat, c'est One Piece. Très clairement, dans la structure narrative, cette idée de tourner autour d'un équipage soudé de personnages attachants qui vont de planète en planète ou d'île en île, c'est évidemment très marqué dans les inspirations. Après, il y en a plein d'autres, elles sont pas forcément toutes conscientes. Pop Crash Boom me demande quel serait l'alignement DND de chaque personnage. On va se contenter de faire les personnages de l'équipage alors. Nyx c'est neutre bon chaotique bon, il alterne entre les deux, il est vraiment sur la limite. Topher chaotique bon. Gandar est à la limite entre chaotique bon et chaotique neutre. Yuli neutre bon. Stein chaotique neutre à tendance chaotique bon. Kara a fait une transition de loyal neutre à neutre bon. Stasia chaotique neutre pur. Et M est à la limite entre vrai neutre et neutre bon. On reste plutôt dans le même coin quand même. Top 3 des personnages que tu aimes le moins. Je refuse de me prêter à ce jeu. Alors j'ai déjà dit le lieutenant Collins. J'aime pas trop Humblebee parce que c'est un personnage que j'aurais dû faire revenir dans le volume 3. En fait j'avais un peu oublié qu'il existait. Et du coup je trouve que j'ai un peu gâché son potentiel. Et en top dernier on va dire tous les personnages que j'ai pas assez creusés. Voilà. Ankulala me demande, penses-tu les antagonistes à l'avance ou viennent-ils au fil des volumes? Très bonne question. Alors les antagonistes c'est assez compliqué sur Renégat parce que au début, dans mon idée, la force antagonistique c'était le système, représenté par la Corp. Cette idée d'un système sans visage, oppressif, à la fois pour les hors-la-loi, mais aussi pour les gens qui vivent dans le cadre de la loi et même pour les personnes au service de la Corp. Sauf que je me suis rendu compte en écrivant que c'était assez peu intéressant de faire interagir des personnages et un système. Enfin peut-être pas intéressant, mais difficile à faire bien. Donc je me suis dit qu'il valait peut-être mieux donner des visages à cette corp. Je vais pas en révéler beaucoup plus, vous allez découvrir au fur et à mesure de nouveaux antagonistes. D'ailleurs, il n'y a pas que les antagonistes de la Corp. Mais oui, clairement, c'était pas mon intention première, et je pense que ça se ressent que ce sont des ajouts tardifs au récit. Après, j'essaye de faire fonctionner ça du mieux que je peux. Vous me direz si ça marche. C'est quoi le genre musical préféré de chaque perso? Ok, encore une fois, on va faire que l'équipage. Nyx, ça va plutôt être le blues et la funk. Topher, c'est le metal classique, le death metal, le heavy metal. Gandar, c'est le thrash metal et le brutal death, les trucs qui tabassent. Yuli, c'est le punk rock. Stein aime le rock de daron, le grunge, et il ne l'avouera pas, mais il aime aussi beaucoup la pop.
Kara aime le jazz, la musique classique et le metal indus. Stasia est plus R&B et techno, et M ne connaît que la musique classique que ses supérieurs passaient dans leur bureau. Mais peut-être qu'elle serait ouverte à d'autres genres musicaux si elle avait l'occasion d'en écouter. Existe-t-il ou existera-t-il d'autres types d'armements utiles scénaristiquement à part les armes à plasma, les armes blanches et bien sûr les anges de combat? Eh bien ça tu le découvriras, mais majoritairement on a vu l'essentiel des armes de cet univers. Attention, à partir de maintenant, il y a des spoils jusqu'au volume 6. Si vous n'êtes pas à jour sur Renégat, c'est le moment parfait pour aller rattraper votre retard. Louloutre demande dans le dernier chapitre sorti, l'avant-dernier du tome 6, un personnage est sauvé certes, mais ce sauvetage était-il prévu dans son évolution ou as-tu vraiment failli le laisser mourir à ce moment-là? Je ne sais plus quel personnage a failli mourir dans ce chapitre. Faut que j'aille relire mon propre bouquin. Volume 6, chapitre 9. Alors, qui est-ce qui manque de mourir dans ce chapitre-là? Ok, c'est BL qui manque de mourir. Alors non, j'avais pas forcément prévu de la sauver, elle pouvait très bien mourir. Ça m'a juste semblé être une bonne culmination de l'arc narratif de Suzanne que de se sacrifier pour une ennemie. Pareil pour le gouverneur Philantre, c'était pas du tout prévu qu'il meure. C'était juste là où le récit m'apportait naturellement. Aucun de mes personnages n'est à l'abri, ça veut pas dire que je fais tout pour les tuer, je suis pas George R.R. Martin, mais s'ils se retrouvent dans une situation où ils risquent de mourir, s'il y a personne pour les sauver, ils vont mourir. Mais clairement, la fin du volume 6, je l'ai découverte en l'écrivant. De manière générale, au point où tu en es dans l'histoire, toutes les grandes lignes sont-elles tracées ou te laisses-tu encore une marge d'improvisation cadrée par les thèmes du récit au risque de devoir réécrire des points entiers et modifier la fin? Bon, j'ai déjà plus ou moins répondu, mais oui, je me laisse une marge. J'ai des grandes lignes qui peuvent à n'importe quel moment virer de bord si jamais le récit appelle à ce qu'elle vire de bord. Ankulala demande « Il lui est arrivé quoi à la Terre en fait ?» Spoiler. Il va falloir attendre la suite pour le savoir. Samy nous demande, on a commencé par un petit arc de 1 volume, un deuxième arc de 2 volumes et un troisième arc de 3 volumes. Peut-on en conclure que le prochain arc fera 4 volumes? Non, dans ce que j'ai prévu pour le moment, alors faut savoir que je suis en train d'écrire le dernier chapitre du volume 7 là. L'arc suivant est censé durer 3 volumes. Après là où j'en suis, je me demande si c'est pas plus judicieux de faire en 2 volumes. Je peux pas encore le confirmer pour le moment parce que j'ai pas encore atteint le point principal du récit de cet arc. C'est prévu pour le début du volume 8, et selon comment ça se passe, je sais pas s'il me faudra un volume pour conclure ou 2. J'avais prévu de le faire en 3, je me rends compte que ça avance plutôt vite, donc ce sera peut-être 2. Alors là, c'est plus vraiment du spoil, mais je vais parler du lore, alors peut-être que certaines personnes n'ont pas envie de découvrir des choses de cette façon, mais voilà, je vous laisse le choix. Fromage nous pose une salve de questions pertinentes, entre guillemets. Dans la diégèse de l'œuvre, quelle langue parlent les personnages? Alors on est plusieurs siècles après notre époque, ce qui fait que les langues ont évolué. On sent une domination anglophone dans les noms de famille, mais également un peu germanophone. Il y a une grosse influence du japonais, cyberpunk oblige, un peu de russe. En fait, il y a une sorte de melting pot des cultures du 21e siècle. C'est un écueil assez commun en science-fiction. Et dans la diégèse de l'œuvre, il parle une langue qui a évolué au fil du temps, donc qui n'existe pas actuellement. Pour rester dans les écueils du genre, il parle le basique. Moi je prends une licence artistique à ce niveau, je considère que tous les personnages se comprennent à travers tous les systèmes. Ce n'est pas réaliste mais c'est plus simple. Mais on peut imaginer qu'il y a une langue commune que tout le monde parle, une lingua franca, et que selon les factions, selon les planètes, selon les pays sur les planètes, il y a différentes langues locales, des patois. Mais clairement c'est pas des questions qui ont une importance sur le récit. Quelle est la spécialité culinaire locale de chacune des planètes rencontrées jusqu'alors? Les restes. Les restes de ce que tu trouves. Pour le moment, on est allé que sur des planètes pas terribles. Après, vous noterez que je mets pas mal de détails sur la façon dont les gens s'alimentent, dans la diégèse en général. On va avoir notamment beaucoup de produits synthétiques. Au début du volume 4, on apprend que Nyx était esclave dans une serre à champignons. Et ce que j'essaie de raconter avec ça, c'est que les protéines fongiques ont remplacé petit à petit la viande dans la consommation habituelle journalière des gens. Et il y a beaucoup de choses comme ça qui sous-entendent que la population est détachée des moyens de production de sa nourriture. Et le fait que tout soit synthétisé, faux, ça informe sur le rapport des gens à leur monde. Y a-t-il un code de la route des voyages spatiaux? Il y a différents codes plus ou moins appliqués, après nous on suit des hors-la-loi, donc ils le connaissent pour faire semblant de le suivre quand ils ont besoin de pas se faire repérer, mais ils respectent pas forcément le code de la route des vaisseaux spatiaux. J'en profite pour rappeler que l'espace c'est très grand, tu as très peu de chances de croiser un autre vaisseau. C'est plutôt à l'approche des trous de verre par exemple que là il faut respecter un protocole. Combien ça coûte de voyager dans l'espace? Le voyage dans l'espace ne coûte pas très cher, pour une raison très simple qui est que la plupart de l'économie de ces systèmes est basée sur le transport et le fret de marchandises d'une planète à une autre. Donc tout a été fait pour réduire le coût des vaisseaux et du carburant, au détriment d'autres choses comme les droits de l'homme, ou le confort de vie, ou l'abolition de l'esclavage. Donc non, ça coûte pas si cher, par contre, très peu de personnes ont du pouvoir d'achat dans cet univers. La plupart des gens ont les moyens de prendre des transports en commun pour quitter leur planète, mais ils n'en ont pas forcément la liberté, ou le droit. La pop culture des 20e et 21e siècles est-elle étudiée en histoire de l'art? Est-ce qu'il reste des œuvres cultes de cette période? Alors oui, il y a eu une conservation de la pop culture, de l'art. Après, encore une fois, qui y a accès, c'est plus compliqué.
Il y a notamment beaucoup de censure. Donc les œuvres qui sont autorisées vont souvent être les œuvres qui viennent de périodes plutôt réactionnaires. Les films du code Hays, par exemple, ça passe très bien pour la Corp. Les gentils cow-boys contre les méchants indiens, ça leur plaît. Mais t'auras peut-être pas Matrix. Louloutre me demande s'il y a des aliens dans cet univers. Je sais pas. Est-ce qu'il y en a dans le nôtre? En tout cas, officiellement, l'humanité n'a toujours pas rencontré d'autres formes de vie intelligentes. Après, ce serait pas étonnant qu'une des planètes terraformées l'ait été au détriment d'un peuple autochtone. Intelligent ou non. Il y a un équivalent à Hollywood Netflix, quel genre de films sont créés dans cet univers à part de la pub? Alors les films sont créés principalement sur Gorgona, sauf que tout est censuré et supervisé par la Corp. Imaginez qu'il y a un bureau de la propagande. Donc le genre de film, c'est du Starship Trooper premier degré. Ngario, à quel point l'univers est défini? Est-ce que tu as des notes dessus ou est-ce que tu crées seulement au fur et à mesure que tu écris, selon si c'est intéressant d'ajouter tel ou tel détail? Alors j'ai des notes. Là par exemple, c'est des notes sur une planète que vous n'avez pas encore vue, donc je ne vous montre pas de façon stable pour pas vous spoiler. Mais c'est des notes, je vous jure, il y a des dessins. Après je définis rien dans les détails, je fais des grandes lignes parce que je peux aussi pouvoir changer quelque chose si ça m'arrange, ou si ça a plus de sens. L'idée c'est que ce soit un univers à peu près cohérent, j'ai pas envie d'imposer une grosse règle par exemple que je peux pas briser, et tu te rends compte que ça a aucun sens pour une planète de fonctionner comme ça. Donc il y a un petit peu de planification et un petit peu d'improvisation. Y a-t-il d'autres corporations avec des troupes en dehors de la Corp? Il y a d'autres entités avec plus ou moins de capacités militaires, et pour le moment on est allé que sur des planètes sous l'influence de la Corp. C'est un détail qui est facile à manquer, mais il existe des planètes en dehors de leur influence. Pour donner un peu des infos de lore, la guerre que j'ai mentionnée à plusieurs reprises, c'est une guerre où la Corp a gagné face à la Fédération, du coup qui avait une autre armée, et à la suite de cette guerre, la Corp a récupéré toutes les planètes contrôlées à l'époque par la Fédération. Les protagonistes vont avoir un arc de repos où ils vont aller à la plage pour faire des jeux de balles en maillot de bain. Ça me paraît très peu probable. Mais peut-être pour une illustration bonus un jour. Et c'était la dernière question sur laquelle nous allons conclure cette FAQ. Donc comme je vous l'ai dit, moi je suis en train d'écrire le volume 7, je l'ai bientôt terminé. Idéalement, quand l'arc suivant sera terminé, je commencerai à republier les chapitres. N'oubliez pas de voter pour le concours de popularité des personnages si ça n'est pas encore fait, lien dans la description. On se retrouve pour une prochaine vidéo avec les résultats du concours, et une illustration bonus pour le personnage qui l'aura remporté. Pourquoi est-ce que je parle comme Jamie? Allez, à très bientôt à bord du Misery, à plus les renégats. Et au fait, merci pour vos questions, et merci beaucoup de lire Renégat, ça me fait vraiment super plaisir et chaud au cœur. Vous êtes top. Bisous.